d'abord, quelques commentaires et un peu plus même sur la situation des marchés globaux, des marchés financiers. Kevin Tozet est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour. Je crois que vous avez fait d'ailleurs le travail, il y a une conférence de presse qui est prévue cette semaine chez Carmignac pour détailler un petit peu les points clés des enjeux de marché du second semestre. Alors on parle de dilemme, on parle de divergence, on parle de débat. À ce titre-là, que vous inspire le schéma de marché qu'on observe depuis une paire de semaines, comme je le disais, schéma de marché très positif pour les indices actions sur fond de petites détentes obligataires, alors qu'on a vu au premier trimestre plutôt un regain de tension obligataire qui avait été le marqueur justement de ce début d'année 2024. Oui, c'est vrai que si on regarde les 5 premiers mois de l'année, ce qu'on a vu, c'était plutôt une économie américaine qui surprenait à la hausse, tant sur le front de la croissance que sur le front de l'inflation. Et depuis 2 semaines, donc depuis le début de ce mois de mai, les choses sont en train d'évoluer, le narratif de marché aussi. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on voit un marché de l'emploi qui est moins tendu. On a des demandes d'emploi qui sont de l'ordre de 230 000 sur la semaine dernière. C'est à peu près le niveau d'équilibre. C'est-à-dire que c'est le niveau à partir duquel, si on le dépasse, on voit un taux de chômage remonter. Alors il y a peut-être des effets saisonniers, des ajustements saisonniers aussi. Il faudra sans doute attendre quelques semaines pour être conforté dans cette vue-là. Mais on a là aussi d'autres indicateurs. On a eu des indicateurs sur la santé ou le sentiment du consommateur aux États-Unis, là aussi, qui montrent certains signes d'essoufflement, les intentions de création d'emplois aussi dans des plus petites entreprises qui se détériorent. Donc là, on commence à voir des signes d'essoufflement de l'économie américaine. Alors, qui continue de croître à un niveau élevé. Si on regarde des indicateurs coïncidents, autour de 4%, ça fait beaucoup, mais il ne faut pas croire que l'économie américaine va croître indéfiniment à 2 fois le niveau de son potentiel. Alors ça, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. En Europe, on voit plutôt le mouvement inverse, c'est intéressant. On voit notamment une économie européenne qui se comporte plutôt mieux. Alors on part d'un niveau assez bas, mais elle se comporte mieux. Oui. C'est ce qu'on tend à voir dans les indices de surprise économique aussi. On a moins de déceptions en Europe qu'on peut en avoir aux États-Unis. Et quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve dans un schéma de marché qui tend à être celui des mauvaises nouvelles sur le front économique. C'est plutôt une bonne nouvelle sur le front des marchés financiers. Et c'est typiquement ce qu'on voit depuis quelques semaines. Pourquoi ? Parce que on a des taux réels qui sont élevés, particulièrement plus de 2% aux États-Unis, c'est ça, 2,25 quasiment aux États-Unis. Et puis on a eu quelques éclaircissements sur la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, qu'elle regarde l'inflation, mais elle regarde l'emploi, elle choisira ce qu'elle préférera utiliser. Donc c'était plutôt l'inflation fin d'année dernière, là c'est plutôt l'emploi, semble-t-il. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fameux put des banques centrales est de retour, et donc on peut avoir ce narratif de marché qui se remet en place. Sur le très court terme, c'est intéressant, parce que Jérôme Powell va s'exprimer après le rapport mensuel sur l'emploi, qui a été un des premiers à apporter effectivement ces évidences d'une détente quand même du marché du travail, et avant le prochain chiffre d'inflation aux États-Unis, rapport qui sera relatif au mois d'avril, après 3 mois de surprise à la hausse sur l'inflation. Est-ce qu'il y a encore ce risque-là sur l'inflation américaine ? Est-ce que c'est encore le driver que suivent les marchés, ou est-ce qu'effectivement le côté dégradation ou détente de l'activité économique est suffisant aujourd'hui pour les investisseurs ? Alors oui, sur le chiffre d'inflation, ce qu'on a vu depuis ce fameux pivot de M. Powell en fin d'année 2023, c'était quand même, on a même vu une réaccélération de l'inflation, de l'inflation cœur. Là, ce qui est attendu pour mercredi, c'est une inflation plutôt en léger retrait par rapport à ce qu'elle était le mois précédent, lors de 10 points de base en deçà de la dernière publication. Il est quand même intéressant de voir qu'avant ce chiffre des indices des prix à la consommation, il y a des indices des prix à la production qui seront publiés demain, et eux, ils ne sont pas attendus en retrait par rapport au mois précédent, mais en réaccélération. Et ça, je crois que c'est sans doute des économistes, un consensus de marché qui sont optimistes, ou un petit peu optimistes, sur le volet des loyers, qui représente à peu près un tiers du CPI. Du CPI, des chiffres... La partie logement au global. Exactement. Ouais. Et là, je crois qu'il y a peut-être un raccourci qui a été fait, parce que c'est vrai qu'une grosse partie de la désinflation, et notamment dans les services, s'est faite grâce à une immigration particulièrement importante aux États-Unis, plus de 3 millions d'immigrants sur les 12 derniers mois, et plutôt en moyenne autour de 1 million sur une année calendaire. Donc ça a aidé à la désinflation des services, mais cette inflation-là, elle se retrouve quelque part, et sans doute qu'elle se retrouve potentiellement dans les loyers, parce qu'il faut bien les loger, ces immigrants. Bien sûr. Mais vous dites à ce stade, il ne faut pas perdre de vue quand même qu'il y a une forme d'asymétrie dans la fonction de réaction de la Fed. Il y a encore quelques semaines, le débat, c'était
est-ce que la Fed ne va pas monter ses taux face à une inflation, une résurgence d'inflation qui serait peut-être plus durable dans le temps que ce qu'on pouvait imaginer? Vous dites, attention, le marché du travail, la détente du marché du travail, c'est quand même un élément clé, un paramètre clé pour la Fed, et elle sera très attentive à ça, et elle n'hésitera pas à réagir assez vite par rapport à une dégradation trop importante peut-être du marché du travail américain. C'est ça, et je crois que le marché l'a bien compris, c'est-à-dire que, voilà, quand vous soulignez... On a vu renaître un peu des anticipations de baisse de taux, quand même. Exactement, et c'est que, là aussi, la fonction de réaction de la Réserve fédérale, elle est double. Elle a ce mandat sur l'inflation, mais aussi sur le front de l'emploi. Alors là, si on projette dans une année électorale, si on regarde certains candidats, on va dire, les plus non orthodoxes ou les moins orthodoxes qui pourraient prendre la suite de M. Powell si on avait le candidat Trump qui était élu, sans doute que l'indépendance de la Réserve fédérale en tant qu'institution passera ou devra passer par l'élection de M. Biden. Alors on ne va pas dire que la politique interfère dans la politique de banque centrale, ça peut. Mais c'est une possibilité. Oui, bien sûr. Et je crois que là aussi, le marché l'a quand même bien analysé, c'est-à-dire qu'il y a bien cette double grille de lecture-là, en tout cas ces deux leviers-là, et l'emploi et l'inflation. Est-ce que ça veut dire que s'il y a une divergence, effectivement, en termes de trajectoire économique, en termes de trajectoire de politique monétaire entre les États-Unis et la zone euro notamment, Kevin, est-ce que ça veut dire que cette divergence sera peut-être un peu moins forte que ce qu'on pouvait imaginer encore au moment le plus exacerbé, il y a quelques semaines en arrière? Ben oui, je crois. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est un vrai rattrapage de l'Europe. On le voit sur les marchés d'actions, on le voit dans les chiffres économiques aussi. Le consensus est en retard sur l'Europe aujourd'hui, sur le plan macro, par exemple, on peut imaginer ça? Oui, je crois. C'est-à-dire que là aussi, il y a un potentiel de voir l'économie européenne s'en sortir mieux. On l'a vu aussi dans la saison de résultats. C'est-à-dire que c'est moins pire. En tout cas, c'est pas aussi mauvais que ce qu'on pouvait le craindre. Alors, on a une saison des résultats qui était absolument phénoménale, très très bonne aux États-Unis, mais aussi en Europe, alors qu'on craignait le pire. Donc ça, c'est sur le front de cette divergence en termes de trajectoire économique. C'est peut-être pas si divergent. C'est-à-dire qu'on pourra avoir ce rebond synchrone. Alors, si en plus la Chine se met à relancer davantage, là, on aura tous les feux qui seront ouverts. Et en termes de politique monétaire aussi, on s'attend encore à ce qu'il y ait quand même une forme de divergence. C'est-à-dire que nos anticipations, c'est bien que la Banque centrale européenne baisse ses taux d'intérêt dès le mois de juin. Je crois qu'elle a été assez claire sur le sujet. Pour la Réserve fédérale américaine, ça viendra sans doute plutôt en fin d'année, et a priori après les élections. Exactement. Mais il y a quand même, je crois, ce potentiel de rattrapage-là. D'ailleurs, on le voit dans les flux, notamment. C'est-à-dire que ça aussi, ça tourne depuis quelques semaines. Exactement. Donc on le voit, ça fait 2 semaines qu'on a des flux nets qui sont positifs sur les marchés d'actions européens. Et ça fait du bien. Ça faisait 17 semaines qu'on n'avait pas vu ça. Donc sans doute que la surperformance, la bonne performance, voire la surperformance pour certains d'entre eux des marchés d'actions européens attire l'œil. Le fait que la trajectoire de croissance économique sera peut-être meilleure en Europe et aux États-Unis, on l'a dit, il y a peut-être un début d'essoufflement, ça peut aider ces actifs européens. Si on regarde sous le capot, c'est vrai sur les grands indices, c'est vrai dans le secteur des banques également. Secteur des banques qui est quoi? Qui est en pointe dans l'attractivité des marchés européens pour des investisseurs étrangers en dollars, par exemple, aujourd'hui, Kevin? Sans doute. Et puis, quitte à faire de l'Europe, autant aller faire les banques européennes. Il y a un peu de ça. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a aussi sans doute un effet momentum, c'est-à-dire qu'on a une trajectoire sur les actions bancaires qui a été extrêmement bonne. Et cette année, et l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant. Ça, depuis 2021 que ça dure. Et puis, relativement parlant, là aussi, le secteur bancaire américain, il a soulevé beaucoup de questions il y a un peu plus d'un an de cela. On voit l'intérêt d'avoir un secteur bancaire peut-être un peu plus sain, un peu plus régulé, mais un peu plus sain en Europe également. Et puis extrêmement bien valorisé, il faut le dire aussi. L'intérêt de la valorisation peut jouer un rôle là-dedans. Si on regarde des ratios prix sur résultats futurs, on doit être à quoi? À 7 fois. Bon, il y a quand même beaucoup de place. Et puis sur d'autres indicateurs de valorisation, comme par exemple le price to book,
par rapport à le prix des actions par rapport à la valeur comptable, on était sur des niveaux qui étaient très faibles, entre 0,5 et 0,7, parce qu'on était dans un environnement de taux zéro. On en est sorti, et ce mouvement-là, il a quand même été, je crois, bien enclenché. Il y a encore un petit peu de chemin à faire, on n'est pas encore à 1. Non. Donc voilà, on peut y aller, je crois. Et donc ça, sans doute... Un vrai rating structurel, là, peut-être, pour ce secteur bancaire en Europe. Ça veut dire qu'on a des flux qui peuvent se réallouer sur les marchés d'actions européens. Je crois que en termes d'allocation d'actifs, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on aime bien avoir dans un portefeuille sur les marchés d'actions, c'est des actions de qualité, voilà, de la visibilité. On a parlé de cette potentiellement moins bonne conjoncture américaine, en tout cas... Décélération. Pour l'instant, on va parler de décélération. On verra jusqu'où cette décélération nous amène, effectivement. Mais donc, dans cet environnement-là, des baisses de taux d'intérêt, en tout cas, on peut passer le pic du durcissement, en tout cas, de la perspective de voir une réserve fédérale très dure aux États-Unis. Ça peut aider ces actifs qui tendent à être un peu plus chèrement valorisés. Et puis de l'autre, ce qu'on appelle un barbell, donc les deux bouts de la chaîne, avoir des actifs un peu plus cycliques. Ça peut s'exprimer avec des bancaires européennes, avec des marchés d'actions émergentes également. Je rappelle, vous parliez de la book value des banques en Europe, 0,5, 0,6 fois. Je prends l'extrême inverse, mais une banque comme JP Morgan, plus grande banque du monde, ça se paye quasiment 2 fois la valeur des actifs tangibles, pour donner le repère à l'inverse de ce qui peut se faire aux États-Unis pour la valorisation du secteur bancaire. Un mot de la Chine. Est-ce qu'il est temps je sais pas, de rehausser peut-être un petit peu ses anticipations sur la Chine, avec déjà des marchés qui ont marqué un point bas fin janvier pour les actions chinoises, et qui deviennent même peut-être des indices leaders, en tout cas sur les semaines écoulées aujourd'hui, Kevin. Alors si on fait la photo depuis le début de cette année, c'est clairement le cas, même sans prendre le point bas de fin janvier. Depuis, on a des marchés d'actions chinois qui sont en hausse de plus de 20%. Il faut le souligner. Alors c'est vrai que on a parlé du changement de narratif sur le front de la croissance, sur le front de la trajectoire des banques centrales, de l'inflation potentiellement. S'il y a un narratif qui ne change pas, c'est celui des tensions, des tensions sino-américaines. Donc ça, on a quand même toujours cette épée de Damoclès là qui perdure. Que ce soit le candidat Biden ou le candidat Trump, je ne crois pas que ça change grand-chose, en tout cas sur ce narratif ou sur ces tensions-là. Par contre, ce que ça veut dire que quand même, on a des autorités chinoises qui relancent. Elles ont annoncé, confirmé que d'ici la fin de la semaine, elles allaient émettre de façon significative. C'est l'autorité centrale qui va émettre des obligations. C'est des montants qui sont importants. Alors si on veut faire donner des grands chiffres, 1 trilliard de yuan, quand même 140 milliards de dollars. Ça fait entre 0,5 et 1 point de pourcentage du PIB en fonction de l'effet multiplicateur qu'on met en face de ça. C'est absolument conséquent. C'est pas neutre. Et puis, il faut quand même, là aussi, garder une forme d'ancrage. C'est bien les valorisations. C'est-à-dire que ces marchés d'actions chinois, dépit de cette hausse-là, ils traitent sur des niveaux qui sont quand même particulièrement bas. Alors, on a un peu remonté des 8 fois en termes de prix sur résultats futurs. Mais bon, on est à 10 fois. C'est quand même extrêmement bas, extrêmement faible. Donc, si je combine à ça des valorisations qui sont assez faibles, des perspectives de voir une croissance, somme toute, autour de 5% en termes de croissance du PIB, ça se regarde. On sent qu'il y a plus d'investisseurs confortables avec cette idée-là aujourd'hui, même si ça peut rester une idée simplement tactique, mais il y a un peu plus de confort. Et puis après, je crois que la Chine, c'est devenu l'Eldorado du sélectionneur de valeur, parce que c'est quand même le deuxième marché d'action au monde, et il y a une divergence des portefeuilles qui sont des performances qui sont absolument colossales. C'est-à-dire que si je regarde dans un indice d'actions chinois, qui est à peu près on va dire MSCI China, qui a à peu près le même nombre de valeurs qu'un indice de grandes actions américaines. On a un tiers de ces valeurs-là qui sont en hausse, et fortement en hausse, sur les 12 derniers mois. Donc on peut clairement aller... C'est moins un call macro qu'un call stock spécifique faire son marché, et on voit quand même beaucoup de facteurs qui se mettent en place, des facteurs un peu plus techniques. On a des rachats d'actions, on a des entreprises qui traitent en dessous de la valeur du cash qu'ils ont au bilan. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire sur ces marchés d'actions chinoises. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour votre éclairage sur la situation des marchés à ce milieu du mois de mai, et ce virage peut-être qui a été pris par les investisseurs depuis quelques semaines maintenant. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous en plateau dans Smart Bourse.